Mesdames, Messieurs, chers membres et amis des clubs Agora, des directeurs immobiliers et directeurs environnement de travail, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Ah, un peu d'énergie, ça fait du bien. Voilà, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir donc à l'occasion de notre 10e gala des directeurs immobiliers et directeurs environnement de travail. Et oui, déjà 10 ans. Et en plus, dans ce superbe, prestigieux pavillon Vendôme. Magnifique. Alors, je suis Lionel Cotin, le directeur de la rédaction d'News Workwell. On va en parler un petit peu plus tard. Mais beaucoup d'entre vous me connaissent déjà pour mes célèbres costumes, et non moins célèbres nœuds papillons que j'ai pu arborer ces dernières années dans diverses circonstances sur lesquelles je ne vais pas toujours m'étaler. Alors, je vais avoir le... Oui, bon, ça va... Pardon. Je vais avoir le plaisir donc d'être votre hôte ce soir et je voudrais évidemment commencer en remerciant toute l'équipe d'organisation ainsi que nos partenaires. C'est grâce à vous que nous sommes réunis et que nous pouvons tenir ce bel événement. Soyez-en très sincèrement remerciés et on les applaudit chaleureusement. Et c'est bien d'applaudir parce que ça vous chauffe un peu. Parce que vous savez, dans ce genre de soirée, il faut beaucoup applaudir. Tu le sais ça, Marc? Ben oui, donc il faut se chauffer un petit peu les mains. Et d'ailleurs, tout de suite, on va mettre en pratique. Je vous remercie d'accueillir, comme il se doit, le coprésident du groupe Agora Manager et le responsable du pôle relations membres et partenaires immobiliers et environnement de travail de l'Agora, Michael Lejar et François Montmarché. Allez! Merci, messieurs. Voilà, merci Mickaël, voilà de quoi parler, c'est mieux. Voilà. Rapidement, ouais. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Bonsoir mesdames, messieurs. À toi l'honneur. Et un grand merci tout d'abord à Lionel, qui est arrivé maintenant depuis 1 an avec l'équipe Agora, oui. notamment avec le média News Workwell, mais aussi l'animation de l'Agora Directeur Immobilier et l'Agora Directeur Environnement de Travail. Et avec un peu plus d'1 an. Et merci à toi pour tout ce que tu fais pour ces communautés et la manière dont tu traites l'information, l'actualité et les retours d'expérience. Ouais. Merci Lionel. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Ces remerciements étant faits et mérités, merci à l'ensemble des partenaires de nous suivre et nos partenaires Gold, on les citera tout à l'heure, on les verra sur le passage, et l'ensemble des partenaires officiels. Et puis, évidemment, un grand merci à l'ensemble des membres, directeurs immobiliers, directeurs environnement de travail. Vous êtes là régulièrement tout au long de l'année et au sein du groupe Agora Manager, on est très, très heureux de votre confiance, de votre fidélité et que l'aventure continue au sein de ces réseaux pour le groupe Agora Manager, le réseau Agora Manager. Je reviendrai en conclusion pour parler du groupe. Le timing étant serré, oui. Je me permets d'accélérer même mon discours que vous n'aurez pas à entendre ce soir, mais juste peut-être en conclusion. Il n'y a aucune importance, ne vous inquiétez pas. C'est pour le de toute façon, tu vas avoir la parole, tu vas avoir l'occasion de revenir. Pas de problème, merci beaucoup. Merci également à toi, François, qui est à la manœuvre, notamment pour préparer ce gala avec les 2 clubs, club immobilier et club environnement de travail. Est-ce qu'on m'entend encore? Oui? Oui? Parfait. Alors, vous savez que on a 2 comités de pilotage pour le club des directeurs immobiliers et le club des directeurs environnement de travail. C'est François qui s'en occupe. Et donc, ces 2 comités se sont réunis et ce sont eux qui ont tout préparé pour cette soirée et notamment, vous le verrez, les sujets de la table ronde. Je vais maintenant leur demander de nous rejoindre sur scène. Je demande à Arnaud Alriquet, SNCF, Éric Angonin d'Heureux, Bristol Myers Squibb, Emmanuel Battista, service immobilier du Palais de Justice de Paris, de nous rejoindre. Allez, venez, messieurs, dames. Christine Burgevin, on peut les applaudir. Thalès. Bertrand Donnev. Bertrand, où est-il? Ancien directeur immobilier sécurité chez Sonepar. Hugues Farjon, Rexel France. Christophe Giral, Euro Disney. Amicalement Vôtre. Pour ceux qui ont reçu des mails de Christophe, c'est toujours signé Amicalement Vôtre. Georges Lakowski pour Mazars. Véronique Leterrier, Casden, Banque Populaire. Voilà, Freddy Pajot, les bateaux parisiens.
bateau-bus, Philippe Ricci, les voies navigables de France, on voyage, Anne Viong pour le SCP Business School. Et on doit excuser Bernadette Ameille, donc l'école supérieure de la banque qui n'a pas pu se joindre à nous. Merci beaucoup à vous tous. Hein, voilà. Je précise une chose, hein, c'est que votre implication est totalement bénévole. Hein. Ça n'a pas changé, ça, Michael. Il n'y a rien de prévu. Non? Ah non, je suis derrière. C'est pour ça que je me suis mis derrière, là. Ah voilà, il avait disparu. Bon, bah désolé, j'aurais essayé, mais voilà. Donc, totalement bénévole. Et merci beaucoup parce que c'est vous qui faites vivre ces clubs Agora, donc immobilier, environnement de travail. Alors, je vais profiter de la présence de nos présidents. Alors, j'ai une Mrs. President pour voilà, le club des directeurs de l'environnement de travail, Véronique Le Terrier. Bonsoir Véronique, un petit mot sur le club. Voilà, alors bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. C'est vrai que les directeurs de l'environnement de travail sont des acteurs, je dirais, majeurs aujourd'hui dans nos entreprises parce qu'ils ont un périmètre qui est relativement vaste. C'est vrai qu'on est souvent en charge de la sécurité, de la sûreté, de l'immobilier, du facility management, mais pas que, aussi des achats hors production. Donc on a un gros boulot. On est des chefs d'orchestre, on est des couteaux suisses et même parfois des psychologues. Vous voyez, on a un métier qui est relativement étendu. Donc on est également des contacts privilégiés avec les directeurs généraux, avec toutes les directions métiers, mais pas que, avec les IRP. Et nous sommes vraiment au cœur des projets, des crises et des enjeux environnementaux et parfois même au niveau des stratégies de l'entreprise. Donc depuis tout ce qui s'est passé entre la Covid, la sobriété énergétique, l'inflation, aujourd'hui nous sommes extrêmement sollicités. Donc adhérer à notre club, c'est être accompagné. Donc je vous invite à vous inscrire, à venir à nos dîners mensuels. Et oui, hein. Et puis, 10 rencontres par an, hein, quand même. Voilà, 10 rencontres par an. Des formats variés. Voilà, on essaye d'être au plus proche de l'actualité et de faire intervenir bien évidemment des acteurs intéressants qui puissent nous être utiles, toujours donner du sens à ce qu'on fait. Et puis aussi, on a un flash info, donc quand on a des questions, des interrogations, on peut s'adresser à la communauté. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais dire qu'on pouvait, voilà, on mène ensemble des réflexions, on trouve des solutions. On monte en compétences ensemble toujours et on porte nos regards sur les innovations et sur l'avenir. Donc je vous invite à venir rejoindre ce club de partage, d'entraide et de convivialité. Nous sommes des DET avec de vraies valeurs humaines. Je parle d'humilité, je parle de solidarité, de respect. Et je trouve que voilà, ça vaut vraiment le coup de venir nous rejoindre. Et on est toujours plus forts ensemble. Super, merci beaucoup Véronique. Alors... Et du coup, qu'est-ce qu'il reste à dire à Hugues, coprésident avec Anne, voilà, tous les deux, voilà, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il reste à dire pour le club des directeurs de l'immobilier? Je serai le porte-parole avec une voix un petit peu plus grave que Anne. D'abord, effectivement, on a trouvé logique, à maintenant plus de 2 ans, de rassembler les deux communautés, parce que c'est vrai qu'un projet immobilier, c'est loin d'être simplement un bâtiment, c'est une organisation intérieure, donc l'environnement de travail est devenu déterminant. Je pense qu'on a tous connu des problèmes de recrutement, des manques. Il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de difficultés à recruter. Ce soir, on est très content d'avoir des partenaires qui également sont sur toute la France parce qu'on est à Paris. Il n'y a pas que Paris, effectivement. On a des gens du Nord, on a des gens de l'Ouest, on a des gens de Toulouse, on a des gens de Lyon. Ils sont dans la salle. Et je pense qu'ils vont nous aider aujourd'hui à relever un petit peu tous ces défis qui nous attendent sur la transition énergétique, sur la décarbonisation. On a tous des problèmes de recrutement, je l'ai dit, mais du coup, c'est peut-être le moment d'aller s'appuyer sur des partenaires, sur des compétences. Voilà, je pense que c'est très important. Et le dernier point, effectivement, la salle aujourd'hui, au niveau des décideurs en métier, vous avez à peu près 19 millions de mètres carrés dans la salle. Donc ça donne un petit peu de boulot, ça donne un petit peu la dimension des enjeux. Et on vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci beaucoup, Hugues. Et merci à tous. Allez, on peut les applaudir. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous laisse rejoindre voilà, vos places parce que il va être l'heure de démarrer. Alors j'en profite, tiens, je vais faire un petit peu de mise en place. Voilà, je fais comme au théâtre. C'est moi, je fais tout. Je mets aussi les équipements, voilà. Il est l'heure de démarrer notre table ronde, une table ronde qui va nous permettre d'agiter nos petites cellules grises. Vous savez qui est-ce qui dit ça, les petites cellules grises? Hercule Poirot. Ben ouais, Hercule Poirot et le petit film concocté par un de nos partenaires ce soir et que je vous laisse découvrir. L'idée,
c'est de pouvoir se couper du bruit, sans se couper du monde. L'idée, c'est de savoir prendre de la hauteur, en silence. L'idée, c'est de s'asseoir sur les idées reçues, sans s'asseoir sur ses convictions, et de concevoir un environnement responsable à votre image. L'idée, c'est de vous proposer les meilleures idées du design dans un même espace. Le vôtre. Et voilà, merci aux équipes de Silvera, merci à Paul. Je ne sais pas où il est. Tu es où, Paul? Paul Silvera, il est là. Voilà, merci beaucoup de ton soutien, ta présence à nos côtés. Alors bravo pour ce film très doux, hein, très design, tout à fait à l'image de Silvera, parce que Silvera, vous le savez, bien sûr, c'est du design, mais c'est aussi des belles collections et à des prix parfois qui peuvent être très doux. On a souvent l'idée que le design c'est cher, que ce n'est pas pour tous les bureaux. Eh bien, pas toujours, et je vous encourage à le découvrir dans les magnifiques showrooms de Silvera. J'ai d'ailleurs vu de très belles choses, Paul, je te le dis, chez Pernod Ricard récemment, et puis à la Maison Sanofi, qui sont nos voisins à l'Agora, avenue de la Grande Armée. Très belles choses, et si je ne me trompe pas, bientôt au Boston Consulting Group, toujours sur l'avenue de la Grande Armée. Hein. Voilà, merci beaucoup à toi et à Silvera. Allez, il est l'heure de nous interroger sur les défis auxquels les directeurs immobiliers environnement de travail sont confrontés. Aujourd'hui, nous allons le faire avec 3 journalistes économiques qui nous font le grand plaisir de leur présence ce soir et à qui je vais demander de me rejoindre sur scène. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Claire Fournier, Éric de Riedmaten et Martial You. Où tu veux. Ah, voilà. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir à tous. Mais donc vous existez en vrai, hein, c'est pas seulement à l'écran, c'est formidable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle, Claire, tu es éditorialiste économique sur LCI, groupe TF1. Oui. Éric, journaliste économique sur CNews, groupe Canal+. Absolument. Et puis Martial, rédacteur en chef économie sur RTL, groupe M6. Absolument. Oh, j'ai tout juste. Évidemment, ma première question va être de vous demander un commentaire sur la situation économique générale du pays, marquée par une inflation qu'on n'a pas connue depuis pas mal d'années, les années 80, milieu des années 80, des taux d'intérêt qui grimpent jusqu'où, vous pourrez peut-être nous le dire, est-ce que vous avez une idée, marché de l'emploi qui reste dynamique pourtant dans cette situation, et puis malgré tout des secteurs qui souffrent, avec notamment le prêt-à-porter. Vous savez, toutes ces marques qui malheureusement disparaissent, Koukaï, Camailleux, Gosport, San Marina, André et d'autres. Même la livraison rapide, que je pensais épargner avec Getir ces derniers temps. La grande distribution, Casino, on pourra peut-être l'évoquer. Et puis même la restauration, avec récemment Courte Paille. Première question, comment est-ce que vous analysez la période actuelle? Qu'est-ce qui vous marque le plus? J'ai envie de démarrer avec toi, Claire. Merci, bonsoir à tous. Alors déjà, effectivement, tu as raison, l'économie française se porte plutôt pas si mal que ça. Il y a une forme de résilience qui est assez étonnante, vu le contexte, avec un marché de l'emploi qui reste stable, un chômage qui baisse. Mais c'est vrai, cette inflation qui a bouleversé complètement la donne, qui au départ était le résultat d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire la reprise post-Covid très très forte, et puis qui a amené son lot de bouleversements. Alors moi, c'est ça qui me frappe, ce sont les changements de consommation, les changements de comportement qui sont induits par cette inflation, certains vertueux, ça s'appelle la sobriété énergétique, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus, ça a été adopté de manière d'ailleurs assez consensuelle par les ménages, par les entreprises, quand on leur a dit va falloir se chauffer à 19 degrés maintenant, donc ça c'est plutôt vertueux. Puis il y a certains changements de comportement en revanche qui sont subis et plus inquiétants, et là je pense notamment à l'adaptation à l'inflation des produits alimentaires. Quand on voit plus 15%, plus 20% sur certains produits, certains ménages en viennent à faire des choix. Ils se passent pour certains de viande, de poisson, de fromage, etc. Il y a une précarité alimentaire qui a été multipliée par 2 par rapport à il y a 6 ans. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et puis ce qui m'inquiète quand même, parce qu'effectivement, on peut être un petit peu inquiet sur la fin de l'année, même si, encore une fois, on a été assez résilient jusque-là. Ce qui m'inquiète, ce sont les traces que va laisser cette période, même si on a une accalmie
de l'inflation qui semble se profiler. Je pense qu'il y a énormément de secteurs qui vont avoir du mal à se relever. Tu as parlé du textile à l'instant. Ouais. Il y a aussi la construction, l'immobilier, qui bien évidemment vous intéresse en particulier. On parle beaucoup du logement en ce moment. Hein. J'ai été très frappée par les nombreux reportages sur TF1 de chantiers mis à l'arrêt complètement, des très gros comme des très petits, parce qu'il y avait pénurie de main-d'œuvre, qu'il y avait des faillites de petites entreprises. Donc je pense que ça va faire un petit peu mal vers la fin de l'année. Et puis il y a des dilemmes aussi à venir pour les entreprises qui sont là encore assez inédits. Celui par exemple de devoir choisir entre embaucher ou augmenter ses salariés. Donc toujours cette pression inflationniste qui va finir peut-être par venir à bout de cette résilience de notre économie. Claire, merci. Éric, qu'est-ce qui te frappe, toi? Bonsoir. Moi, je dirais que si on n'avait pas en France le problème de la dette, des déficits et de la sécurité, on serait bien. Franchement, ça serait un pays agréable à vivre. Hein. Alors maintenant, si vous voulez, quand on compare à l'Allemagne, pendant des années, on disait « Ah, l'Allemagne est mieux que nous ». Et bien là, on se rend compte que finalement, la France, elle pourrait échapper cette année à la récession, ce qui est quand même un point très important, parce que paradoxalement, elle a peu d'industrie, moins. Hein, le poids de l'industrie dans le PIB est faible, 2 fois moins important qu'en Allemagne. Donc l'Allemagne souffre aujourd'hui à cause de ça. On a le tourisme qui est très fort et qui remonte encore. Et puis, on a aussi les services. Bon, ça a été un choix qui a été fait au départ par la France. À un moment, on l'a regretté, mais là, aujourd'hui, ça nous permet quand même de... Il y a qu'à voir dans Paris, dans les villes de France, le tourisme qui marcherait très bien. L'emploi, ça c'est une inquiétude parce que là aussi c'est un paradoxe. On s'est plaint du chômage pendant des années. Aujourd'hui, au contraire, il y a énormément d'emplois à créer. Quand vous regardez le Pôle emploi, le site Pôle emploi, enfin qui est France Emploi maintenant, on se rend compte qu'il y a 1 million d'emplois disponibles tout le temps. J'étais au Salon du Bourget la semaine dernière, 10 000 emplois, 15 000 emplois à créer immédiatement. Dans l'immobilier, ça a marché extraordinairement bien, vous le savez. Là maintenant, on va peut-être rentrer dans une période un peu plus compliquée. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'emploi en France. Et à côté de ça, on a encore une prestation sociale qui est très importante. Vous avez vu la polémique sur le RSA. Hein, après tout, c'est pas mal ce que fait le gouvernement d'obliger, si ça marche et si effectivement c'est suivi des faits, c'est pas mal de demander aux titulaires du RSA, aux bénéficiaires du RSA, de donner un certain nombre d'heures, je dirais même pas de travail, mais de formation pour ensuite reprendre un boulot. Donc au final, oui, en France quand même, on est plutôt bien. Mon souci, c'est la sécurité et puis c'est cette dette. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Martial, on s'en tire pas si mal? On s'en tire pas si mal. Juste sur le RSA, je rebondis une seconde parce que c'est un de mes grands combats. Certes, il y a beaucoup de fraude sociale, elle a été évaluée à 6-8 milliards. On demande évidemment des efforts à ceux qui bénéficient du RSA, mais il ne faut jamais oublier que vous avez 30% de ceux qui auraient droit au RSA en France, et ça représente plusieurs milliards, qui ne les réclament pas, parce que les démarches sont trop compliquées. Donc il y a aussi du RSA non versé, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier de dire. Moi, dans la situation économique, il y a 2 choses qui me frappent. Une globale, c'est l'accélération des cycles économiques. C'est-à-dire que si on reprend les dernières années qui viennent de s'écouler, 2020, vous avez une pandémie mondiale qui arrête l'économie à l'échelle mondiale, qui est de l'ordre de ce qu'on a pu connaître en temps de guerre, en réalité. Et parfois, ça tournait même un peu plus, puisqu'on parlait d'économie de guerre. Mais ça veut dire qu'en gros, en une année, 2020, on a connu 39-45. Ensuite, vous avez eu 2021, une reprise de l'économie très rapide, 6-7% de croissance, qui peut correspondre à ce qu'on a connu dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses. On a connu ça en une année. Ensuite, vous avez 2022, choc, guerre en Europe, comme on avait connu le Kippour, notamment dans les années 70, crise pétrolière, inflation, qui est 6%, 7% de façon globale et jusqu'à 15% sur l'alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on a connu dans les années, dans une décennie qui était celle des années 70, en une année. Et donc en 2023, je me dis, mais on est sur quelle année? Sur quel cycle? Est-ce qu'on est sur le cycle qui démarre une nouvelle économie, ou est-ce qu'on est sur les 30 piteuses, ce qu'on a appelé les 30 piteuses, c'est-à-dire les 30 années qui ont suivi les 30 glorieuses? Donc ça, c'est la première remarque. Après, sur l'immobilier, j'ai quand même, et ça vous intéresse évidemment ce sujet-là, beaucoup d'inquiétudes sur la politique générale qui est menée par le gouvernement au niveau de l'immobilier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'immobilier a toujours été considéré depuis le début par le président Macron comme étant une rente qui ne bénéficie pas à l'économie réelle véritablement. C'est pour ça qu'il a transformé l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Et aujourd'hui, dans le plan de relance de l'immobilier qui a été présenté il y a quelques semaines, vous avez la fin du Pinel, c'est-à-dire la disparition de la
d'une partie des investisseurs qui défiscalisaient pour pouvoir faire de la construction neuve. Et vous avez dans le même temps une préparation de loi qui explique aux gens, si vous achetez des passoires thermiques classées F ou G, mais que vous aviez l'idée d'en faire un Airbnb parce que vous échappiez à toutes les conditionnalités de la location longue durée, bah, ça va être fini dans quelques mois parce qu'on va passer une loi qui va vous mettre au même niveau. Donc on est en train de vider, et c'est un peu ma crainte, le monde de l'immobilier de ces investisseurs. Et là, il y a peut-être potentiellement un risque dans les prochains mois. Eh bien, tu fais une belle transition, puisque pour entrer dans le vif du sujet et les défis justement de la filière immobilier et environnement de travail, je voulais partager quelques faits, quelques chiffres surtout, quelques indicateurs sur la filière. Vous les voyez à l'écran. Le premier, c'est évidemment dans la filière de l'investissement. L'investissement qui en France s'est pas mal tenu en 2022 dans... vous le voyez, l'immobilier d'activité, on parle de l'immobilier d'activité, hein, plus de 25 milliards d'euros qui ont été investis dans notre pays. Moins 2%, on pourrait penser que c'est pas mal. Sauf que, vous le voyez en dessous, le quatrième trimestre 2022, grosse chute, ça décroche vraiment beaucoup, moins 52% d'une année sur l'autre, et le premier trimestre 2023 n'échappe pas hein, non plus, puisqu'il est aussi en fort recul au niveau des investissements. Ça se voit évidemment, vous le voyez à côté, au niveau de la construction, puisque les surfaces de plancher autorisées, par exemple, de bureaux, là on est juste sur les bureaux en France, sont réduits de 50%, ont été réduits de 50% entre août 2022 et avril 2023. Donc on sent un gros coup de ralentissement, hein, un gros coup de frein. Et bien sûr, ça commence à se voir aussi au niveau de la promotion. Les surfaces placées, vous voyez, de bureaux en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est quand même le plus grand marché d'Europe, hein, au niveau tertiaire. Le T4 2022, moins 11% de surface placée, et surtout une vacance qui augmente, hein, les bureaux vides qui augmentent plus 7% sur un an. On a plus de 4 millions de mètres carrés. Et même au niveau des entrepôts, les entrepôts n'y échappent pas, alors que c'est plutôt un marché dynamique, hein, moins 12% sur 2022. Alors la filière exploitation, c'est un peu différent, je vous l'ai présenté différemment, ce sont des chiffres qui viennent de différentes études de l'IDE, notamment enseignement Arseg, du CRDIA, Consortium de recherche de l'Isle-Adam, et du CPMI. Vous avez en France plus de 20 millions de personnes qui sont servies, qui travaillent tous les jours, justement peut-être pas tous les jours, on va en parler, sur les surfaces d'activité. C'est 1 milliard de mètres carrés, un peu plus d'1 milliard de mètres carrés exploités, un peu plus d'1 million, vous voyez, de salariés chez les prestataires uniquement. Dans les entreprises qui s'occupent de l'environnement de travail et de l'immobilier, on considère qu'il y a entre 300 et 500 000 personnes en plus. 102 milliards d'euros de chiffre d'affaires, toujours chez les prestataires, c'est près de 4% du PIB, c'est quand même pas rien. Et pour un coût global d'un bureau à l'année, qui se situe entre 12 000 et 13 000 euros, on voit que bon, le tableau finalement montre une filière qui est assez importante, qui a un poids hein, économique et social important, et pourtant qui fait face à une dégradation très nette de son environnement économique. Plusieurs grands défis, on va le voir, se posent à elle, et je vais vous interroger dessus évidemment. L'inflation, hausse automatique des loyers, effet ciseaux pour certains prestataires qui prennent des augmentations qui ne peuvent pas forcément les répercuter auprès de leurs clients, par exemple dans la restauration collective. Les taux d'intérêt, renchérissement des investissements, le travail hybride qui fait que les entreprises libèrent des surfaces tertiaires, la réglementation environnementale, on va en parler, hein, décarbonation évidemment, mais aussi ZAN, ZFE, ces beaux acronymes magnifiques qu'on entend, ZAN, zéro artificialisation nette, des sols, ZFE, les zones à faible émission. Puis bien sûr, dans un contexte que vous connaissez bien tous, d'optimisation des coûts, ça fait maintenant partie de votre ADN, mais vous avez maintenant un nouveau critère hein, qui rentre dans votre ADN, c'est bien sûr le souci d'attractivité et de fidélisation, parce que le marché de l'emploi reste tendu dans beaucoup de secteurs. Alors, Martial, on le voit, la situation, bien sûr, c'est le fruit de la pandémie, tu l'as expliqué, mais en partie. Hein, certaines tendances étaient quand même déjà là, je parle par exemple du télétravail, de la décarbonation pour toi. Est-ce que finalement, il y a vraiment un avant et un après-pandémie, vraiment ? Alors, il y a un avant et un après-pandémie dans la relation qu'on entretient au travail. Ça, c'est évident. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont pensé qu'après la pandémie,
on changerait nos habitudes et de consommation et de circulation, qu'on prendrait plus le covoiturage, moins l'avion, etc. On s'aperçoit qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont revenues au galop. On voit le budget des vacances est stable, les gens partent en vacances, on retrouve les niveaux de fréquentation et de vol dans l'aérien de tourisme qui sont ceux, grosso modo, de 2019, avec des prix de billets d'avion qui ont pris 25% entre-temps, donc qui se sont envolés eux. Donc il y a des choses qui n'ont pas changé. Maintenant, dans la relation que l'on entretient à son travail, oui, là, il y a un avant et un après, et on l'évoquait juste avant, et c'est vrai que c'est ce que disait Claire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a bougé dans ses priorités. Quelles sont mes priorités après le Covid et le confinement? Et là, oui, effectivement, vous allez retrouver des questions qui se posent et qui sont des questions complexes pour tous ceux qui gèrent les parcs immobiliers. C'est est-ce qu'on fait moins de bureaux, moins d'espaces de bureaux, ou est-ce qu'on les aménage un peu mieux pour que ce soit des vrais lieux de vie? Moi, en tant que manager, il y a un truc qui me fait le plus peur au monde, c'est quand on doit changer de bureau. C'est quand on doit changer quelqu'un de son bureau, y compris dans des open space, y compris dans du flex office. Tout ça existe et se développe, mais moi je vois la souffrance que ça évoque chez la plupart des salariés. Parce qu'on a besoin, malgré tout, même si on travaille une partie de la semaine chez soi, on a besoin d'un espace à soi là où on travaille. Et ça va être une vraie question du monde de l'immobilier post-Covid, parce que ça va devenir un marqueur fort. Et moi, je pense toujours, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse histoire entre Le Corbusier et les Maisons Phoenix, mais comme c'est votre secteur, j'imagine que oui. Le Corbusier disait « les Maisons Phoenix, ils fabriquent des maisons comme Ford fabrique des voitures ». Le Corbusier, lui, pensait qu'il fallait des grandes barres d'immeubles. C'était le ponte de l'immobilier, évidemment, des grandes barres d'immeubles hyper modernes où les gens pouvaient habiter, avoir le chauffage, l'électricité, le gaz, l'eau courante. Mais quand on interrogeait dans les sondages faits à l'époque, les Français voulaient un petit pavillon avec un petit jardin et un garage pour la voiture. C'était ça leur rêve. Et donc parfois on a du mal à faire coïncider le rêve et les attentes, et c'est vrai dans le monde professionnel, et il va donc falloir inventer des espaces de vie. J'ai vu qu'il y avait des tours dans la Défense qui trouvent de nouveaux locataires. Là, il y en a eu 3 cette semaine dans le campus Highlight. Il y a la rénovation de la tour Ariane. Donc il y a des choses qui se passent, mais il va falloir maintenant intégrer ces lieux-là, non plus comme des seuls lieux de travail, mais des lieux de vie, peut-être avec de l'habitation, certainement avec des commerces aussi, un peu plus que... Des usages plus mixtes. Des usages, voilà. Eric, on voit la vacance commerciale qui monte. On se pose beaucoup de questions autour des grands centres tertiaires, notamment la Défense, qui sont vides le vendredi, par exemple. Quel avenir pour ces zones, selon toi? Est-ce qu'il faut repenser, finalement, la manière de construire la ville? Alors là, c'est vraiment un sujet très inquiétant, c'est le commerce de centre-ville, parce qu'il est concurrencé par maintenant les géants comme Amazon. C'est en train de monter en flèche et ça ne va pas s'arrêter. Vous avez aussi les nouvelles méthodes de consommation avec la seconde main, comme on dit, vous savez, Vinted, vous connaissez tous, on vend sur Internet des objets anciens et on se fait un peu d'argent d'ailleurs, ça contribue au pouvoir d'achat. Et donc au milieu de tout cela, les commerces de centre-ville souffrent énormément. Alors j'ai enregistré il n'y a pas longtemps Francis Palombi, vous savez, qui représente les commerçants de France, et il disait que la vacance commerciale, c'était autour de 12%, ce qui est beaucoup, c'est vraiment, on n'a jamais atteint des chiffres aussi importants, mais ça dépend des villes. Il y a des villes où il y a moins, d'autres c'est plus. Donc la moyenne, ça ne veut jamais dire grand-chose. Mais le problème, c'est comment les commerces peuvent évoluer. Alors, vous savez pourquoi ils ont du mal, les petits commerces? J'ai appris qu'ils n'étaient pas digitalisés. Ça paraît étonnant, mais ils ne sont pas assez numérisés, ce qui fait que, justement, ils ont du mal à vendre, à moins de faire partie de la place de marché, vous savez, d'Amazon. C'est comme ça que ça peut marcher. Alors après, les grands centres commerciaux comme Westwood, qui ont eu beaucoup de mal, à un moment d'ailleurs, le cours avait plongé en bourse. Là, ça redémarre. Il faut regarder des grands centres qui sont très modernisés, comme Paris 2. Oui, finalement, les clients sont retournés dans les... Ils reviennent. En plus, c'est climatisé. Alors, à l'heure où la température monte, on est un peu comme aux États-Unis, en fin de compte, ou un peu comme dans les pays, l'Arabie Saoudite, où il y a des malls gigantesques. On peut même faire du ski. Peut-être qu'on y arrivera un jour, pourquoi pas. Donc, ça, j'y crois vraiment. Et puis aussi, il y a la grande distribution qui se pose des questions, parce que le modèle des hypermarchés, je ne vais pas vous apprendre des choses, vous le savez mieux que moi, commence à souffrir. Ils veulent se remettre en cause, mais je pense que là, ils vont avoir du mal à trouver la bonne formule
Bon, les prix sont relativement bas dans les hyper, ça les sauve pour l'instant. Mais après, quand l'inflation va se calmer, là, ça sera plus dur. Il y a regardez Casino avec Monoprix, il souffre considérablement. Plus le management de M. Naouri qui n'a pas été très apprécié. Plus Naturalia, je crois, qui est dans le bio, qui se casse la figure. Le bio se casse la figure. Donc voilà, le commerce aujourd'hui, pour vous qui êtes dans l'immobilier, là, il y a quand même des questions qui se posent. Ça ne va pas être simple dans les mois qui viennent. C'est vrai que Casino, ça fait 20 ans qu'on sait que bon, oui, qu'il est au bord, et là, ça y est. Bon. Et alors, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe à l'étranger. Alors, j'espère que, en l'occurrence, on dit toujours que ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive 6 mois, 1 an après chez nous. Ce que j'ai lu dans le Wall Street Journal la semaine dernière, ça faisait frémir. J'espère que cet adage-là ne se révélera pas vrai, parce que ce que disait le Wall Street Journal, il parlait de l'effondrement des périphéries, bien évidemment, ce dont on vient de parler, mais aussi des centres-villes, avec des chiffres totalement effarants dans les 10 plus grandes métropoles. Donc là, on parle de New York, on parle de Chicago, on parle de San Francisco. Les immeubles de bureaux ne sont plus remplis qu'à 50% de leur capacité d'avant Covid. J'étais effarée par ce chiffre. Les actifs détenus par les fonds d'investissement immobilier sont inférieurs de moitié à l'avant-Covid aussi, donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les villes, les recettes foncières, sur les habitants. On craint même des centres-villes livrés aux homeless, livrés à la violence. Et c'est dans une certaine mesure ce qui se passe déjà à San Francisco. Alors heureusement, on n'en est pas là dans les centres-villes français, mais vous avez raison, on voit des quartiers d'affaires qui sont vides dès le vendredi. Changement d'habitude, d'organisation du travail oblige, des commerces de proximité, là je rejoins Eric, en difficulté, et donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire effectivement de ces centres commerciaux et de ces centres de bureaux désaffectés? Effectivement, on en parlera tout à l'heure, je crois. Est-ce qu'on peut modifier ce qu'on met dedans? Alors peut-être faire un peu de co-living, mettre des gens de la résidence, comme du bureau, comme de la livraison, comme de la logistique urbaine, etc. Mais on va en reparler. Des usages mixtes. Et il y avait, pour rebondir sur Claire et sur Eric, il y avait une étude la semaine dernière très intéressante sur la France, pour le coup sur Paris, enfin les grandes métropoles en France, qui montrait que finalement on arrivait plutôt à bien revendre les pas de porte. Les commerces se revendaient pas trop mal, à l'exception, et c'est là que c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que ça révèle aussi les attentes des habitants des centres-villes, qu'il faut prendre en considération évidemment. Vous aviez 3 exceptions, on en a déjà parlé d'une évidente, le textile, le prêt-à-porter, en grande difficulté. Vous n'arrivez plus à revendre une boucherie aujourd'hui quand vous êtes dans une grande ville. Pourquoi? Parce qu'il y a désormais une attente dans la population urbaine de manger moins de viande. Donc une boucherie, ça part pas, et vous ne vendez plus un garage. Parce que là, encore une fois, les grandes villes sortent les voitures évidemment progressivement. On a l'exemple à Paris évidemment, mais dans plein d'autres grandes villes de France. Et donc le garagiste qu'on connaissait avec la pompe à essence, juste une pompe devant chez lui, vous l'avez vu à Paris, ça n'existe plus, mais dans toutes les grandes villes, c'est en train de disparaître et ça ne trouve pas de repreneur. Mais là aussi, c'est lié complètement aux habitudes de vie et aux attentes des consommateurs qu'il faut toujours écouter par définition. Les attentes des consommateurs qui sont parfois un peu incohérentes, parce que ils sont nombreux, nous sommes nombreux à vouloir se faire livrer à la maison, de plus en plus, et pourtant on ne veut pas des nuisances des petits entrepôts de proximité du dernier kilomètre, et qui trouvent du coup beaucoup de difficultés à s'implanter. Alors l'autre grand sujet du moment, c'est le développement du travail dit hybride. Vous savez, voilà, l'alternance travail à domicile ou travail à distance, travail sur site, qui remet en question en fait l'intérêt de venir tous les jours au bureau. HSBC, je crois que c'est hier, a annoncé qu'ils transféraient leur siège mondial, donc 160 000 m² à Londres, dans un nouvel immeuble en centre-ville à la City sur 55 000 m². Je vous laisse faire le calcul. Voilà. Comment est-ce que vous observez ces évolutions, Martial? Déjà, il faut être prudent. Il y a un classement aujourd'hui qui a été publié interrogeant les grandes écoles d'ingénieurs et les grandes écoles de commerce de France, en interrogeant les étudiants qui en sortent. Et depuis 2020, l'entreprise préférée de cette élite française était Google. C'est devenu LVMH, c'est devenu Airbus, et vous avez Total qui a repris 14 places. Donc déjà, ça donne une autre idée peut-être de ce qu'on imagine être le combat de la jeune génération. C'est-à-dire que finalement... C'est-à-dire qu'en gros, Google, pourquoi est-ce que c'est descendu et passé à la 3e place? Parce que les jeunes disent « je ne veux pas d'une entreprise où on ne fait que du télétravail ».
Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on pense. C'est-à-dire que les jeunes diplômés veulent pouvoir aller au boulot. Et il ne faut jamais oublier, notamment quand vous interrogez des ingénieurs, et il y en a forcément dans la salle, ce sont des métiers de terrain. Vous avez 30% seulement des jobs qui sont télétravaillables. Vous en avez donc 70% qui doivent aller au boulot. Et donc ces gens-là ont besoin d'avoir un endroit où ils peuvent être heureux, ont peut-être besoin d'une semaine de 4 jours, parce que par définition, c'est plus pratique pour eux, mais en tout cas, ils ont besoin d'être sur site. Et donc c'est intéressant de voir que ce qu'on a pensé, encore une fois peut-être, tiré comme enseignement à l'issue de la crise de la pandémie, se remet en question. Peut-être que le tout télétravail est devenu quelque chose qui fait peur, qui rebute, qui repousse, et qu'une entreprise qui dit « moi je veux absolument pas de salariés au travail, mais plutôt chez eux », c'est quelque chose qui maintenant ne plaît plus. Ouais, c'est vrai que c'est très difficile de se faire une idée, et on se met à votre place, vous qui êtes directeur immobilier, directeur environnement de travail, à vous dire, bon, est-ce que j'investis, est-ce que ma boîte investit dans davantage de mètres carrés alors qu'on ne sait pas, justement, c'est très fluctuant, si les jeunes, si les salariés vont voir plus de télétravail à l'avenir ou pas. Effectivement, j'ai été frappée aussi par tous ces pionniers de la tech qui disent bah non, vous revenez bosser, vous revenez au bureau. Il y a eu une volte-face de certains. Il y a eu un retour en arrière parce qu'il y avait aussi un manque de lien dans l'entreprise, il y avait une petite baisse de productivité aussi, les équipes ont besoin de se voir, etc. J'ai même vu que chez Google, ça allait faire partie des critères de la performance annuelle, le temps de présence sur le site, donc on est en train de revenir là-dessus. Ouais. Dans le même temps, et là, franchement, j'aimerais pas être à votre place parce que c'est vrai qu'il y a quand même une tendance de fond avec le télétravail où on voit que les jeunes aujourd'hui, les jeunes recrues, qui sont celles, ou alors ceux qui sont très convoités, si on leur dit ah ben non, zéro télétravail, ils vont vous dire bah écoutez, bah non. En fait, c'est l'une des premières questions qui est posée en entretien, les DRH. Et par ailleurs, une des premières questions je ne sais pas si vous avez vu passer cette info aujourd'hui, dans le milieu de la banque par exemple, il y a 350 000 salariés qui sont sous contrat, leur assurant une part de télétravail, etc. Donc c'est vraiment une tendance de fond sur laquelle il va être difficile de revenir en arrière, mais encore une fois, le tout télétravail, on semble vraiment en revenir. Ouais. 70% des entreprises ont des accords pour le télétravail, donc c'est énorme. Et du coup, vous avez beaucoup trop de bureaux, hein, vous le savez bien. J'ai un chiffre tout frais, 1 million de mètres carrés de bureaux obsolètes en France. Ça veut dire qu'il faut les restructurer, les réaménager. J'ai vu par exemple, j'étais sidéré que Nestlé, pour son siège, a transformé un étage entier en coworking. Que vous avez aussi aujourd'hui Accor qui se met à transformer certaines chambres d'hôtel en bureaux ou des halls pour justement faire des réunions. Donc il y a une tendance en coworking, télétravail, avoir un point de chute quand même à un moment, l'espace partagé. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a un peu trop de mètres carrés aujourd'hui disponibles. Et la tendance, on le voit bien dans les entreprises, même chez nous à Canal+, les bureaux, mais plus de monde dans moins d'espace. Et puis il faut réserver à l'avance son bureau. Hein. Il faut passer sur une appli, on bloque le bureau. Et il faut vraiment être chef pour avoir son bureau fermé, sinon on est tous entassés les uns sur les autres. Pardon. Hein. Je voulais vous demander après un peu plus tard comment vous c'est pour vous dire que la tendance du bureau, vous étiez en flex. Oui. Ça va sûrement, à mon avis, il y aura de moins en moins de postes fixes et le nomade augmente. C'est vrai. Alors sujet lié évidemment, le bien-être, l'attractivité, la fidélisation. Ah là là, dans un marché de l'emploi en tension dans de nombreux secteurs. Alors vous l'avez dit, les Français ont pris goût à l'autonomie d'organisation et notamment à un nouvel équilibre de vie professionnelle, vie privée. C'est ce qui ressort dans le top 3 de toutes les études s'agissant de la qualité de vie au travail et des attentes futures des salariés français, d'ailleurs toutes générations confondues. Hein. L'équilibre, vie privée, vie professionnelle, ils attendent une prise en compte en fait de besoins plus spécifiques, c'est-à-dire finalement qu'on aille plus au fond de ce qu'ils ont besoin eux, au détriment peut-être du collectif. Hein. Voilà. En tout cas, il va falloir jongler entre les deux. Il y a un débat, je l'ai entendu, je crois que Martial l'a évoqué autour de la semaine, de 4 jours qui monte, hein, de plus en plus d'organisations qui la testent, de pays qui testent cette organisation. Claire, qu'est-ce que tu en penses ? On va tous travailler 4 jours bientôt. Ah bah, qui n'aimerait pas travailler 4 jours ? Ah, ça dépend des 4 jours. Oui, ça dépend des 4 jours. Après, si c'est pour faire 9h30 sans pause et travailler de 8h à 18h, ça peut être en contradiction avec l'organisation familiale, etc. Ce que je constate quand même, c'est que sur le papier, tout le monde a envie de travailler 4 jours. Hein. Enfin, je crois que c'est 6 Français sur 10 qui disent « moi, j'adorerais travailler
4 jours par semaine. Et puis en fin de compte, on voit qu'à ceux à qui on propose, c'est pas l'engouement finalement. Il n'y a que 10 000 salariés en France qui sont concernés aujourd'hui. Il y a, vous savez, les fameux URSSAF de Picardie. Il y a une expérimentation qui a été voulue par Gabriel Attal, qui est à Bercy. Alors, il y avait potentiellement 200 personnes qui étaient intéressées. Il y en a 3 finalement qui ont choisi d'expérimenter la semaine. Ouais. Alors parce que effectivement, par rapport à l'organisation familiale, ça marchait pas. On leur a proposé aussi de travailler plus d'heures par semaine avec 20 jours de RTT. Ah, ils ont dit non, alors ça je préfère que la semaine de 4 jours. Bon, je sais pas dans quelle mesure ça va prendre. Ce qui est sûr, c'est que ça va être aussi probablement pour certaines entreprises et dans les secteurs où c'est possible, ça va être un facteur d'attractivité pour la main-d'œuvre, pour attirer les talents. Alors, Eric, on y va vers la semaine de 4 jours. Et Eric, il a une position particulière sur la semaine de 4 jours. J'ai posé la question à des chefs d'entreprise. Oui, si le salaire suit, très bien. Alors à l'époque où les gens veulent toujours gagner plus, c'est vraiment mal parti parce que travailler 4 jours par semaine, si on est payé sur 4 jours. Puis je rappelle toujours que, moi je suis parti maintenant de l'ancienne génération, mais il va quand même falloir travailler 43 ans. Donc si on commence déjà à dire aux jeunes, rassurez-vous, vous travaillerez le moins possible, seulement 4 jours par semaine, je ne sais pas comment ils vont boucler pour aller jusqu'à la retraite. Enfin bon, pour moi c'est un sujet, ça me sidère parce que déjà je pense qu'on est très gâtés en France, je crois qu'on est le pays au monde où on a le plus de congés, de vacances, de jours fériés, etc. Enfin, je ne vais pas vous le dire à vous qui êtes tous patrons, il y a quand même un peu, on endort les gens sur ces sujets et au contraire, je serais, moi, à la place d'un gouvernement, je serais là pour vanter la valeur travail, dire c'est vraiment le travail qui fait tourner la nation. Plus on crée de la richesse, plus on s'enrichit. C'est ça la base. Pour moi, c'est la base. Travailler plus. C'est pour ça que les retraites, je l'ai dit 10 fois sur CNews, la retraite, c'est très très bien qu'on bosse autant et qu'on continue. On ne va pas en mourir, sauf la CGT qui le dit, on ne va pas mourir parce qu'on va aller jusqu'à 64 ans pour travailler. Enfin, c'est quand vous entendiez, je me souviens des éboueurs dire « Ah, je ne vais pas travailler jusqu'à 64 ans », déjà, il n'est pas concerné. Bon, si on travaille 2 ans de plus, est-ce que c'est dramatique? Vous voyez, c'est ça qui crée de la richesse. Et pourquoi la France est en panne et qu'on a du mal? C'est parce qu'il n'y a pas assez de gens actifs qui sont en activité. Le taux d'activité est beaucoup trop faible par rapport à d'autres pays et que les salaires, pour ça, sont bas. Augmentons les salaires, mais à condition de travailler plus. C'est ça ma recette. Martial, alors donc si on travaille, si on travaille 4 jours, on s'appauvrit. Ça dépend, c'est pas forcément. Moi j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Jean Castex, qui est plus Premier ministre, mais qui est maintenant patron de la RATP, comme vous le savez. Et lui, il a un problème qui est intéressant et sur lequel la semaine de 4 jours peut être une vraie réponse. C'est-à-dire que lui, il a des ouvriers, des salariés qui sont payés des petits salaires, qui viennent d'un bout de l'Île-de-France pour conduire un bus ou un métro dans le centre de Paris. Ces gens-là passent 2 heures pour venir travailler et 2 heures pour repartir chez eux. Leur dire cet effort-là va durer que 4 jours au lieu de 5 aujourd'hui, c'est un moyen de fidéliser parce qu'il se rend compte que, il a du turnover et il a des démissions. Donc parfois, vous pouvez quand même avoir ça comme solution potentielle. Après, il y a quelque chose pour tous ceux qui sont dans cette salle-là qui va jouer un rôle. Moi, ça me passionne en ce moment, mais l'intelligence artificielle va attaquer, on le sait, un certain nombre de métiers dits intellectuels, des avocats, des journalistes, des médecins. Mais ça ne va pas détruire les humains. On ne va pas mourir demain parce qu'il y a une intelligence artificielle. En revanche, il va falloir sans doute substituer ça par de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'un spécialiste de la radiographie médicale ou des IRM sera moins bon qu'une intelligence artificielle avec un ordinateur pour détecter un problème, mais en revanche, il va devoir être meilleur dans l'accompagnement du patient et dans la façon de lui parler, parce que ce n'est pas forcément le point fort aujourd'hui d'un médecin. Je pense que pour tous les cadres dirigeants, il va y avoir un impact évidemment de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et dans les métiers, mais que quand on est manager, ou quand on est décideur, il va falloir y intégrer une intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur parfois la souffrance qu'il peut y avoir à devoir changer de place tous les jours, devoir réserver en badgeant son bureau pour la journée, se pluguer pendant 3 heures, retourner. Oui, ce sont des souffrances qu'il va falloir intégrer aussi au même titre que le gars qui est sur un marteau-piqueur par 35 degrés toute la journée, quoi. Un peu plus d'émotion sur les environnements de travail. Je sais que vous êtes nombreux J'ai vu des larmes à bosser sur ces sujets.
En parlant d'émotion, sans transition, on va parler décarbonation de la filière, voilà, qui pèse lourd en termes de consommation énergétique et de rejet de gaz à effet de serre. C'est vrai, la construction et bâtiment. Alors, ceci dit, on est en France et nos autorités nous gâtent. La réglementation devient pléthorique pour les bâtiments, décrets tertiaires, décrets BAX, ombrières parking, végétalisation des toits, emplacements vélos, bornes électriques, déchets, marche vers la zéro artificialisation nette, les zones à faible émission. Il n'y a quasiment pas une semaine d'ailleurs où il n'y a pas une nouvelle obligation. À tel point que je commence à entendre des questions qui se posent sur, le coût de toutes ces obligations. Clairement, il y a certains propriétaires qui ne vont pas pouvoir suivre. Deuxièmement, donc qui paye? Deuxièmement, en termes de concurrence, certains se disent on se tire un peu une balle dans le pied parce qu'on va au-delà, c'est bien, on va plus vite que d'autres, mais du coup, les autres pays risquent de nous concurrencer et finalement, on va finir par importer leur pollution à eux. Et puis nous, on risque d'entrer dans un cercle de décroissance. Eric, j'entends aussi, est-ce qu'il faut décréter une pause réglementaire? Je commence à entendre cette petite musique dans le bâtiment, par exemple. Christophe Carèche, qui est un ancien député, qui est président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, appelle à une pause réglementaire dans le bâtiment. Il est urgent qu'on ait un moratoire dans ce domaine. Là, on devient fou. C'est de la folie. Et il n'y a qu'à regarder les unes des journaux récemment. L'ancien ministre des Transports, Djebari, disait on se tue. Il y a un suicide français parce qu'on veut tuer l'aéronautique, parce que, soi-disant, elle pollue. Donc, la décarboner. Ensuite, l'automobile. N'oubliez pas, l'automobile, on la tue. Pendant que les Chinois, et ça, Martial en parlera mieux que moi parce qu'il connaît bien le secteur automobile, mais les Chinois sont en train de prendre toutes les parts de marché sur la voiture électrique, ça monte. Et nous, pendant ce temps, Renault est en train de disparaître et Citroën a du mal. Enfin, vous voyez, bon. Et alors, ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que j'aime beaucoup la phrase du président de la République à Bruxelles la semaine dernière, il faut vraiment arrêter ces règlements parce que finalement, l'Europe et la France seront toujours les mieux-disants en termes de réglementation. C'est-à-dire, on sera toujours à la pointe des règlements, toujours des normes, alors que c'est nous qui polluons le moins. Ça fait un peu de bruit et en derrière. revanche, on sera les moins 10 ans, et là vraiment on sera les moins 10 ans en termes de financement. Mieux 10 ans pour les règlements, moins 10 ans pour le financement. On n'a pas les moyens, on sort d'une crise terrible et elle n'est pas finie, et on voudrait encore nous bloquer sur ces réglementations. Alors si on regarde le logement, il faut tout transformer en 25 ans. Vous avez des personnes qui ont la chance d'avoir des logements locatifs qui ne vont plus pouvoir les louer parce qu'ils n'auront pas la bonne lettre pour les mettre en location. Vous avez des bureaux qui vont devenir obsolètes, qui ne seront plus louables. Et puis, n'oublions pas les passoires thermiques. Quand on regarde aujourd'hui 180 000 logements non louables au 1er janvier 2023, 140 000 privés, 51 000 dans le domaine social, ça demande trop d'argent. Et la France, aujourd'hui, n'a pas les moyens. Et on n'est pas le pays qui pollue le plus. C'est ça. Aussi bien dans l'aéronautique que dans l'automobile. Je suis pour les efforts. C'est indispensable de faire des efforts. Eric, est-ce qu'on aura le choix? Est-ce qu'on aura le choix? Un pays fort doit dire non. Il y a un moment, un climato-sceptique, on sait que le bâtiment, mais c'est la deuxième source de pollution après les transports, émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas un îlot isolé. Ce sont des recommandations de la Commission européenne. Il n'y a pas que nous qui faisons de la zéro artificialisation, etc. Donc, est-ce qu'on aura le choix? C'est la question. Il faut aussi rappeler que la France, c'est le plus mauvais élève d'Europe en termes de bétonisation. Je crois que le chiffre, c'est les surfaces bétonnées augmentent 4 fois plus que la population. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse des choses. Alors après, effectivement, il y a des questions. Qui va payer? Comment on fait? Est-ce qu'il faut grimper dans les tours, dans les étages, dans les villes? Est-ce qu'il faut creuser? Est-ce qu'il faut trouver d'autres utilisations à des bâtiments qui sont vacants, etc. Il y a plein de réflexions, mais simplement ce que je voulais te rétorquer, c'était que même si on dit oui, effectivement, la France, il y a trop de normes, ça nous tue, etc., en l'occurrence, ce sont des injonctions qui nous viennent de l'extérieur et qui nous viennent de la situation climatique. Alors à ce moment-là, c'est complètement paradoxal. On n'arrête pas de dire on ne gagne pas assez sa vie en France, le pouvoir d'achat, etc., l'inflation. Et on oblige les gens à dépenser toujours plus pour l'environnement. C'est le fameux débat fin du monde ou fin du mois. Et c'est la durée qui fera. Si on se dit on a jusqu'à 2100 pour agir, de toute façon, c'est très bien de le faire. Mais on ne peut pas non plus tuer une économie comme on envisage de le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut arbitrer entre urgence climatique et puis la compétitivité? Le risque, c'est d'importer aussi finalement la pollution de pays qui ne seraient pas au même niveau que nous en termes de normes, non? Alors, bon, ça, je sais pas, parce que j'ai quand même le sentiment que depuis justement la pandémie et le Covid,
il y a eu un retour quand même au niveau économique d'une certaine forme de protectionnisme, pas à l'ancienne, mais de préférence industrielle locale. On le voit avec les Chinois, on le voit avec les Américains évidemment, et on le voit avec l'Europe où la France commence à dire on ne va pas forcément distribuer le bonus écolo sur les véhicules électriques qui sont fabriqués en Chine. On va le distribuer aux véhicules qui sont fabriqués en Europe, ce qui est une bonne idée. Le seul problème, c'est que la voiture française électrique la plus vendue en France est fabriquée en Chine. Mais bon, on trouvera des solutions. Simplement, sur l'immobilier, je pense que ce qui peut faire le consensus entre nous, c'est que moi, mon sentiment, vous allez peut-être me dire que j'ai complètement faux, mais c'est pour moi, l'immobilier repose sur 1, les investisseurs, 2, la fiscalité. Pour ce qui est du financement du secteur immobilier, que ce soit professionnel ou privé. Donc c'est ça qu'il faut préserver. Évidemment qu'il faut imposer des règlements pour qu'il y ait moins de pollution liée au bâtiment, qu'il faut arrêter d'artificialiser, qu'il faut prendre l'existant et le remettre aux normes, ou carrément, j'en sais rien, moi je dis peut-être une aberration, raser des vieilles tours et en reconstruire qui sont bas carbone, etc. Mais ne jamais oublier que qui paie, ce sont les investisseurs. Et les investisseurs, à un moment donné, ils font des arbitrages. Et si ça devient trop compliqué, ils ont suffisamment de moyens pour aller investir ou effectivement à l'étranger, ou alors en bourse ou sur d'autres secteurs. Voilà, les investisseurs, ils payent que si ça leur rapporte. Et donc, oui, ça veut dire que les loyers doivent augmenter. Ils ne sont pas tous d'accord ici. Ça fera un débat à table. Un petit mot sur le bureau opéré, le coworking. Claire, on en a parlé. Coworking, vous avez aussi parlé de co-living. J'entends de plus en plus parler, je ne sais pas si vous aussi, de coplace, peut-être pour l'avenir, pour ces immeubles qui seraient à la fois, qui proposeraient et du coworking et du co-living. Un mot sur ce coworking, Claire. Oui, je pense que vous tous ici, vous n'échapperez pas à la problématique posée par les salariés du plaisir au travail. Alors, ça va peut-être vous faire réagir. Je discutais avec un des concurrents français de WeWork qui me disait, bon, les entreprises, elles ont quand même de sérieuses questions à se poser. Quand on voit, tu l'as dit tout à l'heure, Lionel, que le prix moyen d'un poste de travail, c'est 12 000, 13 000 euros. Entre 12 et 13 000 euros. Alors lui me disait, moi je fais descendre à 5 000, 10 000 euros. Peut-être un peu exagéré sur les économies réalisées, je ne sais pas, vous me le direz tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il me disait aussi, moi quand je loue 2 000 m², j'ai aussi 10 000 m² d'espace commun, que je peux me permettre de proposer des centres qui sont en centre-ville, et ça c'est extrêmement apprécié par ceux qui viennent bosser là. Que je propose la flexibilité, il n'est pas question d'un bail de 3, 6, 9 ans, etc. Et en ces temps d'incertitude sur les mètres carrés, c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'on se dit, avec en plus la hausse des taux qui n'est pas près de ralentir, je ne sais pas si vous avez entendu Christine Lagarde aujourd'hui, qui disait, patronne de la BCE, qui disait la pression inflationniste avec les salaires qui augmentent, etc., c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, effectivement, on peut se dire, est-ce que j'investis dans des mètres carrés supplémentaires? Est-ce que le coworking ne me fait pas une concurrence de fou? Donc effectivement, ça va être probablement, mais vous savez mieux que nous, un des gros challenges des mois et des années à venir. Oui. Autre gros challenge, Martial, l'intelligence artificielle, tu as dit un mot sur le sujet, mais je sais que tu prépares un bouquin, c'est ça? J'ai fait un livre avec mon fils, ça s'appelle ChatGPT School. Pour aider les étudiants à comprendre l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça va vraiment impacter si fort les entreprises et notamment les métiers? Alors, ça a commencé. On voit notamment aux États-Unis ce qu'on appelle les instant buyers. Donc ça, c'est ceux qui vous proposent effectivement d'acheter tout de suite votre bien et donc qui font une estimation avec une décote pour être sûr ensuite de le revendre et de faire un bénéfice évidemment. Bon là on voit que l'intelligence artificielle arrive sur les diagnostics, sur la capacité à affiner le prix d'achat et la proposition client. Vous avez aussi la gestion prédictive des bâtiments. Là aussi, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pas que juste pour aider quelqu'un à faire un exposé sur Les Misérables de Victor Hugo, mais ça, on connaît depuis déjà quelques années, cette gestion prédictive. C'est vrai dans l'entreprise, dans l'industrie, et c'est vrai aussi dans la gestion du parc immobilier. Et puis, il y a ce qu'on appelle les nouveaux métiers.
Et là, c'est le generative design, c'est-à-dire que là, vous avez là aussi des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître et qui peuvent interagir avec l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser une dent creuse, un espace, un endroit dans une ville où on va pouvoir construire, soit à la demande du client, soit à la demande de ceux qui vont occuper les lieux, soit à la demande de la municipalité qui doit de toute façon occuper et optimiser son espace. Donc c'est vrai que ça va être intéressant. Je discutais avec Robin Rivaton qui est un garçon on connaît bien, très intéressant, voilà, qui est sur Real Estate, et qui me dit voilà, ça va vraiment changer notre métier parce que la machine va apporter des solutions et des idées qu'on met soit plus de temps à trouver, soit qu'on ne trouve pas du tout, et qui vont donc devoir impliquer derrière des propositions qui seront différentes, faites aux clients et aux investisseurs qui choisissent les programmes. Allez, dernière question un peu douloureuse. Comment travaillez-vous aujourd'hui? Dans quel type de bureau travaillez-vous aujourd'hui? Et dans quel bureau vous aimeriez travailler? Écoutez, là, j'ai tout connu. J'ai la chance, j'ai démarré au Europe 1, rue François 1er, dans des hôtels particuliers magnifiques. Donc là, c'était la belle époque. Après, d'année en année, ça a toujours un peu décliné. Alors, les bureaux sont devenus un peu plus modernes, c'est vrai. Là, aujourd'hui, chez CNews, enfin Canal+, c'est des beaux immeubles magnifiques. Vous connaissez peut-être, c'est pas ici les Moulineaux, c'est près derrière les Liports. Ils sont bien, c'est très fonctionnel. Voilà, c'est l'époque fonctionnelle. Il faut faire 3 km pour aller chercher un verre d'eau. J'exagère, mais les toilettes ne sont pas à côté. Enfin, voilà, tout est optimisé. Voilà, il y a plein d'escaliers partout, des portes très lourdes parce que c'est anti-feu. Enfin, c'est aux normes. Donc c'est très bien, mais c'est vrai qu'on voit bien quand même que l'heure du bureau tel qu'on l'a connu il y a 20 ans est un peu passée et qu'aujourd'hui, c'est l'optimisation à tout va. Alors moi, c'est marrant parce que je suis vraiment en opposition avec Eric ce soir. Moi, je me souviens des bureaux il y a 20 ans, peut-être même 30 ans, où les gens fumaient. Et pour les non-fumeurs, c'était l'enfer. Donc moi, je préfère largement les bureaux aujourd'hui. Flex Office, vous êtes en flex ou vous avez vos bureaux attitrés? Toutes les rédacs, de toute façon, de télé, de radio, sont en Flex Office. Alors, j'avoue que quand on est journaliste, comme il y a énormément de personnages un peu forts en gueule, c'est un peu pénible parce qu'il y a des gens très bruyants. Moi, en plus, je suis assise à côté des gens qui font les commentaires sur les sujets. Donc parfois, j'aimerais vraiment avoir un bureau isolé. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est un moyen aussi de, quand il y a du news show, etc., c'est un moyen d'échanger des infos très rapidement, etc. Et ces flex office où on est tous un peu les uns sur les autres, ça a été aussi un bon facteur de propagation du Covid. Ça, c'était sympa. On s'est tous refilé le Covid. Si je peux rajouter... Donc aujourd'hui, on est un peu plus espacés les uns des autres. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, il y a des cuisines quand même dans les bureaux. Oui. C'est ça qui est nouveau. C'est la grande tendance. Des douches, absolument, les douches. On peut faire du sport. Enfin, on est pas mal vu si on rentre en short ou en basket parce qu'on a fait le tour du quartier en courant. Donc c'est ça qui a changé et qui est plutôt positif. Par contre, les parkings, il n'y en a plus. C'est ça qui est incroyable. On a des parkings à vélo magnifiques où il faut d'ailleurs réserver sa place, mais automobile, c'est réduit au minimum. Ouais. Ou des parkings sans borne électrique. Donc ce qui n'encourage pas tellement le... Martial, des fois, quand je vois, vous savez, sur les chaînes d'infos en continu, de plus en plus, on voit les journalistes parler, faire leur émission devant la salle de rédaction. Je me dis, mais ça doit être terrible pour vous, là, derrière. Oh, non, ça va, parce qu'on n'a pas ce sentiment, de toute façon, d'avoir la rédaction juste derrière, et c'est plutôt assez bien isolé. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, regardez, repensez à tous ces films américains qu'on voyait, qui racontaient des salles de rédaction de journalistes dans les années 60-70. C'était déjà en open space beaucoup par rapport à d'autres métiers et donc il y a une forme de culture de l'open space. Alors c'est vrai que le flex office, moi, me dérange plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je trouve que ne pas avoir sa place, même si c'est au milieu des autres, c'est compliqué. Donc ça, c'est peut-être un défaut. Et ce que je regrette un peu avec nostalgie, puisque j'ai connu la rue François 1er et les studios d'Europe 1, et juste à côté la rue Bayard avec RTL, je regrette l'esprit qu'il y avait du village des médias. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, vous aviez rue François 1er, pour ceux qui connaissent, parce que je sais que vous êtes venus pas mal d'endroits de France. Oui. Rue François 1er, ça touchait l'avenue Montaigne où vous aviez Antenne 2, ça touchait la rue Bayard où vous aviez RTL, vous aviez Cognac-Jay juste de l'autre côté de la Seine. Donc tout
vous aviez une communauté de journalistes qui vivaient dans le même coin et ça créait une atmosphère que moi je regrette un peu, je suis un peu nostalgique, mais je ne connais pas comme mes camarades, c'est peut-être ça maintenant à Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt. C'est un peu ici. Moi j'en suis loin, mais j'ai l'impression que c'est plus froid. C'est moins sexy parce que ici les Moulineaux c'était quand même là où il y avait autrefois la gestion des ordures de la ville de Paris. C'est ça. Très bien, eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Claire, merci Martial, merci Eric. Merci à vous trois de vous être... Voilà. Ah, une photo. Alors, venez devant, s'il vous plaît. Voilà, petite photo, tous ensemble. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de l'intervention. Merci d'avoir partagé vos idées et vos visions sur les défis de la filière immobilier environnement de travail. Voilà, je vous laisse reprendre vos tables. C'était un plaisir de vous recevoir. Alors, après cette agitation de nos neurones, il est temps, bien sûr, de les sustenter, mais juste avant, une surprise. Bah ouais, c'est les 10 ans. Eh oui, c'est les 10 ans. Préparez-vous d'ailleurs parce que ça va décoiffer. Ah, je vais demander à Michael Lejarre et Xavier Chouraki de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bien, mesdames et messieurs, effectivement Lionel, ça va décoiffer ce soir. Viens Xavier. On a une petite surprise. Alors peut-être que certains ou certains d'entre vous ont déjà vu la surprise. On en parlera tout à l'heure. Juste avant. Exactement, Xavier. Ouais, parce que comme c'est le 10e anniversaire, on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux que Have a Good Day pour être à nos côtés au moment de la surprise. Bonsoir Xavier. Allez, un petit micro. Bonsoir Lionel. Alors, on va regarder une vidéo qui va nous rappeler tout ce que vous faites chez Have a Good Day. Tiens, viens avec moi, on va s'écarter. Voilà, ça c'était vitaminé. Alors Xavier, un mot sur l'actu de Have a Good Day. Eh bien, non, il n'y a pas beaucoup d'actu, sauf dire qu'il y a quasiment une entreprise par semaine qui passe de l'accueil traditionnel à des services d'hospitality. Et pour faire le lien avec le débat d'avant, on parlait de mettre de la vie dans l'immeuble et je pense que l'hospitality, c'est mettre de la vie dans l'immeuble. Des émotions, Xavier. Et d'ailleurs, on va en avoir, Michael, des émotions maintenant. Hein. Une petite surprise. Alors, juste un point, j'insiste, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, sur Have a Good Day et sur la performance de Xavier aujourd'hui, qui a créé ça, qui s'est inspiré d'un certain nombre de pays, on va dire plutôt anglo-saxons, etc., et qui a su le mettre en pratique en France avec un génie créatif qui l'honore. Bravo à toi, Xavier. Merci, merci. Et oui, l'hospitality, non mais c'est vrai, l'hospitality, on en parle de plus en plus. Et j'insiste sur le fait, c'est du Made in France, cette créativité. Et bravo à Xavier et à l'ensemble de ses équipes, parce que et ces équipes sont extraordinaires d'accueil, de gentillesse. Certains sont présents ce soir. Et merci à eux et bravo à eux. Alors, ce soir... Alors, une surprise. Voilà.
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans une année importante. C'est l'année 2023, vous le savez toutes et tous. Bien. Et c'est quoi l'année 2023? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien. Les 100 ans du Mans. Ah oui, aussi. Qu'est-ce qui va... Ah, j'ai entendu Coupe du Monde de rugby. Bien. Ah, et il y a quelques mois, grâce, et j'insiste s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un peu d'attention, grâce à Benoît Crouzatier, qui est présent ce soir, du groupe OMS, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Donc merci à toi Benoît, parce que ça vient de toi. Merci. Et que je vois régulièrement aujourd'hui, puisqu'on aura un nouveau projet à la rentrée avec lui, mais on en parlera une autre fois. Ce n'est pas le sujet. Ce soir, on va mettre à l'honneur un ancien international de rugby, extraordinaire. Sacré champion. C'est pas un Français, il nous vient de Nouvelle-Zélande, c'est un All Black. Il a participé à 3 Coupes du Monde pour la Nouvelle-Zélande, en 1999, 2003 et 2007. Alors j'aime à rappeler, il n'aime pas, et on l'a revu ensemble il n'y a pas longtemps, la fameuse demi-finale France-Nouvelle-Zélande en 99. Il a perdu 2 fois contre la France en 99 pardon, et 2007. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements un ancien All Black, j'ai nommé Byron Keller. Salut Byron. Salut. Xavier, tu peux rester avec nous parce que tu vas faire un truc avec nous après. Ouais. Byron, merci. donc ancien All Black, 60 sélections pour la Nouvelle-Zélande, champion d'Europe, champion de France, un palmarès inouï. Il est considéré parmi les meilleurs demi de mêlée au monde de l'histoire du rugby et même avoir révolutionné le poste de demi de mêlée en rugby. Voilà. C'est vrai. Merci Michael. Allez Toulouse, il y en a qui... Mais c'est un plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Mais en même temps, je vais dire merci beaucoup pour l'introduction. Tu dis, j'ai perdu 3 Coupes du Monde, tu perds 2 fois contre l'équipe de France. Eh ouais. Merci pour l'introduction de ça. Et peut-être une 3e fois. Non. Mais non, pas du tout. Mais c'était un plaisir d'être ici encore parmi vous avec l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose d'important pour nous d'avoir une grosse performance cette année, notamment contre vous pour le match d'ouverture et les matchs d'ouverture contre l'équipe de France. Donc ça va être intéressant ça. Et ensuite de ça, après ma intégration en France, c'était que j'ai joué après ma carrière avec les All Blacks. J'ai eu l'opportunité de jouer pour Stade Toulouse. Donc c'était magnifique de voir l'intégration into society et rester ici parmi vous après ma carrière de rugby. Un grand merci Byron d'être présent ce soir parce qu'il est vraiment connu dans le monde entier et tout le monde le demande partout. Donc merci. C'est quoi tes pronostics là pour la Coupe du Monde de rugby? On est tous à se dire que la France elle est bien partie, mais toi c'est quoi? Ben, écoute, moi, parce que j'habite en France, je le fais entre les 2 chaises. Non, pas du tout. Non, en fait, je croyais que les All Blacks va donner une grosse surprise. Mais Fabien Gauthier, il criait, tu connais, dans l'immobilier ou dans les entreprises, il faut voir une bonne équipe. Il faut former une bonne équipe. Il faut avoir la confiance l'un de l'autre. Il faut avoir la solidarité ensemble, d'avoir les meilleures performances dans le terrain. Donc, pendant les derniers 4 ans, vous avez Fabien Gauthier qui a créé une bonne relationship avec son joueur. Donc, à ce moment, tu peux le dire, vous avez une des meilleures équipes dans le monde. Mais les Coupes du Monde de rugby, c'est une grosse compétition et c'est beaucoup de pression. Est-ce que les questions, vous êtes capables de suivre la pression? Bon, allez, la France! Oui. Et quelles sont les chances de la Nouvelle-Zélande? Parce que c'est quand même les 3 équipes, c'est France, Afrique du Sud, Irlande, là, pour la Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande est un peu
en deçà, mais- Exactement. Ben, pour nous, les centres de pression. Hein. Donc, on arrive ici, on connaissait exactement comment jouer le rugby. On a une bonne équipe, mais à la même temps, c'est des choses drôles pour moi. Vous avez le match d'ouverture dans la même poule avec l'équipe de France, mais à la même temps, on peut être le final contre vous aussi. Ouais, Il est vrai. c'est vrai. Et on essaiera de vous battre à nouveau. Alors, Byron, tu nous viens de Nouvelle-Zélande. C'est un pays où peu d'entre nous, on a eu la chance de pouvoir y aller parce que c'est effectivement très loin. Il y a une histoire avec les All Blacks. On rappelle, hein, les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby, ça fait partie des 3 clubs, nations, ce que vous voulez, les plus reconnus dans le monde. Vous avez le Real de Madrid en football, vous avez une équipe de basket aux États-Unis, vous avez les All Blacks. C'est considéré comme les 3 clubs de sport collectif les plus reconnus dans le monde, connus par les continents, tous les pays. Et il y a une histoire particulière, c'est le haka. Et le haka, Byron, ça représente pas que les guerriers, Non. ça représente d'autres choses. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Ben, écoute, le haka en Nouvelle-Zélande, dès que tu es né en Nouvelle-Zélande, soit tu es un garçon, une fille, ta grand-mère te tricote un maillot noir et les chaussettes noires. Et là, ça veut dire bienvenue en Nouvelle-Zélande, il faut jouer le rugby. Mais à partir du rugby, c'est tellement intégré avec le haka. Pourquoi? Parce que le haka, c'est pour nous, c'était quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de religion. Et on respectait beaucoup les éléments par rapport au haka. Donc pour nous, c'est les ancêtres qui donnent nous les opportunités de vivre aujourd'hui et transmettre cette message de la prochaine génération. Donc pour nous, c'est hyper important de respecter notre culture et notre haka. Donc ça veut dire le haka, c'est hyper important. Soit c'est pour un challenge, ou soit c'est bienvenue, pour quelqu'un de être bienvenue, ou un welcome, on dit en anglais, un welcome. Donc, on fait ça pour le mariage, mais aussi on fait pour la guerre. Mais pour le rugby, c'est une guerre. Donc, on va challenger l'équipe adversaire. Est-ce que tu es correct d'accepter de nous de faire un challenge contre vous pour cette match? Donc le haka, ça vient d'une culture maori, tu l'as dit, fait pour les naissances, les funérailles, les mariages. Il y a 65, je crois, danses de haka pratiquées par les femmes et les hommes. Et nous, dans le monde, on en connaît 3-4. Oui, exactement. Il y a différents haka. Donc, c'était unir les gens ensemble, de participer, de voir une solidarité pour soirée, une funéraille, un mariage ou l'équipe adversaire. Mais le haka, c'est quelque chose de spirituel. On est de retirer l'énergie sur les tiers de notre ancestry et de transformer cette énergie de notre cœur, de transmettre ce message de la personne adversaire. Merci, Byron. Une petite question quand même. Ouais, j'entends quelques femmes là, tu vois, à droite. On aimerait bien quand même. Je veux dire, alors je sais que par Benoît, je rappelle, c'est Benoît Homesque. Grande amitié grâce à toi, Benoît, avec Byron. Si on peut avoir, est-ce que tu penses que c'est possible là de faire un petit haka? Et puis Xavier, si tu peux y participer avec Lionel, ça serait cool. Là. Moi, je pense que Xavier et Lionel, ils pourraient le faire. Mais vous gardez vos chemises. Seulement si vous vous levez. Allez, mettez-vous dans l'ambiance Coupe du Monde. Allez, tout le monde se lève. Allez. On va encourager Byron. Ambiance Coupe du Monde. Wouh! Hey Byron. Bon, on va essayer de faire un petit spectacle. Est-ce que tu es d'accord, Byron? Allez, regarde. C'est obligation. Ouh. Ah oui. Allez, on encourage Byron, s'il vous plaît. Mais t'inquiète pas, c'est une tradition, il faut enlever les chemises. Ah là là. Ouh. Ah oui, quand même.
Voilà. Oh Comment tu joues un match après ça? Oh là là, vous vouliez des émotions sur les environnements de travail. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bravo Byron. Merci à tous. Je t'embrasse. C'est impressionnant. Hein. Je me dis qu'avec 15 personnes, 15 comme ça devant soi, c'est impressionnant. Bon, maintenant, on est prêt de jouer un match. Donc, non, c'est beaucoup l'émotion, c'est connecter avec qui tu es. Donc, tu travailles à l'intérieur vers l'extérieur, plutôt que l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est le message pour vous aujourd'hui. Bonne chance à tout le monde. Wow. Je t'aime et bonne chance pour le rugby. Merci Byron. Woo! Merci Byron. C'est impressionnant, hein? Et vous avez vu l'énergie? L'énergie. Tu fais pas ça encore chez Have a Good Day, non? Non, pas encore. Bon, bientôt sur tous les environnements de travail qui veulent des émotions. Voilà. Byron. Allez. Il est temps de vous souhaiter à tous, non pas de Have a Good Day, mais a Good Night, ou plutôt un Good Dinner. Merci à Byron, à Xavier, à Mickaël. On se retrouve dans une grosse heure. Je vous souhaite un excellent appétit. Profitez de ce moment pour faire connaissance et faire des tours de table. À tout à l'heure. Bon appétit.